Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Club à vos côtés qui est dédié à l'audience correctionnelle et dans un cadre particulier parce que je suis à mon cabinet de Koué. Donc vous êtes sur Klebs Experiences et je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous du contenu en lien avec ces thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique, une femme de foi, une femme de feu, que je voudrais le partager ici, la mode, le luxe et le lifestyle parce que l'un n'empêchant pas l'autre, je suis une épicurienne, j'aime les belles choses, j'aime l'art de vivre et j'aime aussi surtout le luxe ainsi que la mode. Euh, S'agissant du droit, je l'ai indiqué, je suis avocat au barreau de Poitiers. Je suis médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans les domaines suivants, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Ma copine est de retour, il fait froid, les petites maladies sont là, donc on se met au maximum aux boissons chaudes. Donc, je l'ai indiqué, une nouvelle vidéo Club à vos côtés, du coup, qui est dédiée aujourd'hui à l'audience correctionnelle. Euh, le concept, en fait, pour ce type de vidéo est très simple, c'est de vous dire, en fait, comment un avocat peut vous accompagner, donc moi en l'occurrence, mais comment un avocat peut vous accompagner par rapport à tel type de procédure. Donc, l'idée pour moi, dans cette vidéo, ce n'est pas de vous citer les textes de loi comme je peux le faire par exemple dans Chichen Club. Donc, je ne cite pas stricto sensu des textes de loi. Je ne fais pas de retour d'expérience comme par exemple dans les vidéos mon premier, ma première, où là je vous fais un retour d'expérience par rapport à un dossier précis ou par rapport à une période précise. Là, c'est vraiment de vous dire si vous venez me voir en consultation par rapport à tel ou tel autre type de procédure, voilà comment je peux vous accompagner. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vous parle de l'audience correctionnelle et je vais vous parler de cette audience en 3 temps. Donc dans un premier temps, le rôle de l'avocat avant l'audience, le rôle de l'avocat pendant l'audience et le rôle de l'avocat après l'audience. Donc sans plus tarder, le premier point, rôle de l'audience, rôle de l'avocat, pardon, avant l'audience, en vous rappelant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que je vais essayer d'être la plus pratique possible. Alors, avant l'audience, on a 2 cas. On a deux possibilités. Soit la personne est convoquée depuis un moment et la personne vient vous voir avec déjà sa convocation. Donc, convoquée soit en commissariat, soit par le procureur de la République directement, mais la personne vient vous voir, en fait, par exemple, pas directement en sortie de garde à vue ou d'audition. Donc, ce que moi je fais, en fait, c'est que je reçois d'abord le client. Il m'explique, en fait, ce qu'il peut m'expliquer. Il me donne les justificatifs qu'il peut avoir en sa possession et il m'indique en fait quelles sont ses demandes, qu'est-ce qu'il veut par rapport à la situation, étant précisé que la personne qui vient vous voir peut être soit auteur, soit pas auteur, soit prévenu, parce qu'il n'est pas condamné encore, soit il est prévenu, soit il est plaignante ou victime du moins. En fait, soit d'un côté ou de l'autre, sachant que la plupart du temps, honnêtement, moi, je suis très souvent du côté des prévenus, je suis très souvent du côté auteur. Donc, le client vient vous voir, en fait, avec ces éléments-là, sur la base de ces éléments-là, de ce qu'il m'indique, de ce qu'il veut, ainsi de suite. Moi, je demande la copie de la procédure parce que c'est là, en fait, il me mandate et sur la base des éléments qu'il me communique, moi, j'écris à la juridiction pour avoir la copie de la procédure. C'est dans la copie de la procédure que moi j'aurai tous les procès-verbaux d'audition, que j'aurai les actes d'enquête, que j'aurai, si par exemple je suis du côté prévenu, mais c'est dans les PV que j'aurai peut-être le dépôt de plainte de la victime, ainsi de suite. J'aurai tous ces éléments-là. C'est ça qui va me permettre de préparer au mieux mon audience. Si on est dans le cadre d'une procédure d'urgence, c'est un petit peu différent parce que la procédure d'urgence sous-entend qu'on sort très souvent de garde à vue. On sort très souvent de garde à vue, on est peut-être dans le cadre d'une procédure de flagrance ou à une commission rogatoire. Les choses s'enchaînent un petit peu et puis partant de là, comme je disais, soit
on sort en fait et puis on est présenté directement au procureur de la République. Donc le client, du moins, il est présenté au procureur de la République dans le cadre d'un déferment. Parfois, il y a un juge de liberté de la détention qui va suivre par la suite, ou alors c'est juste la convocation qui est donnée par le procureur de la République. Donc on intervient en fait dans ce circuit en fait d'urgence là, et on va dire la préparation va un petit peu être différente, même si c'est pas de beaucoup. C'est-à-dire soit j'intervenais déjà pour la personne en garde à vue, donc je sais à peu près de quoi il s'agit puisque je me suis entretenu avec la personne avant, j'ai assisté aux auditions, donc je sais à peu près ce qu'il en est, je sais quelle est la position du client. Soit je prends le dossier au stade du déferment, mais dans tous les cas, j'ai accès, pardon, dans tous les cas, j'ai accès à la procédure, je fais le point avec le client et on envisage un peu la stratégie pour la suite. C'est juste que les circonstances sont légèrement différentes puisqu'on travaille pour le client. En tout cas, il y a moins de sérénité. Parce que sorti de garde à vue, on est stressé, on est affolé, on n'a pas forcément la possibilité de réunir un maximum de documents, surtout si on va passer peut-être en comparution immédiate dans la foulée. Parce que si on est convoqué pour plus tard, on a le temps de revenir à l'hypothèse A pour préparer le dossier comme il faut. Mais si on doit peut-être enchaîner sur une comparution immédiate, soit le jour même ou alors dans les 2-3 jours qui suivent, c'est un petit peu compliqué pour obtenir les justificatifs. Mais dans tous les cas, c'est dans ce contexte-là en fait que l'avocat intervient avant. Donc, entretien avec le client, peu importe les circonstances, entretien avec le client pour voir dans quel état d'esprit il est, pour savoir quelle est sa position par rapport aux faits qui lui sont reprochés, obtention de la copie de la procédure pour pouvoir justement mieux s'imprégner de ce qui s'y trouve, pour voir aussi le casier judiciaire du client. Ça, c'est très important parce que ça va permettre d'avoir une visibilité sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'une personne qui est en récidive pour une infraction sera forcément jugée plus sévèrement qu'une personne qui n'est pas en récidive, qui est primo-délinquant, ainsi de suite. Sachant que sauf fait d'une certaine gravité, vous êtes primo-délinquant, vous êtes rarement déféré dans la foulée. Comme je dis, sauf fait d'une exceptionnelle gravité, c'est-à-dire par exemple si on est sur des faits de viol, on est sur du criminel, même si c'est votre première infraction, j'ai envie de vous dire, c'est déjà l'infraction de trop. Donc, entretien avec le client, obtention de la copie de la procédure, notamment le casier, les PV d'audition, enquête de personnalité, ça c'est très important parce que ça permet de savoir quel est le parcours de vie du client. Lorsqu'on est, je vais très peu parler des victimes ici parce que ce n'est pas ce que je fais le plus, mais en tout état de cause, lorsque en fait on est avant l'audience et que vous êtes du côté partie civile, pareil, l'avocat vous rencontre, l'avocat fait le point avec vous, l'avocat obtient la copie de la procédure, mais l'avocat n'a pas besoin de votre casier, n'a pas besoin de l'enquête de personnalité puisqu'on se concentre sur la démonstration de votre préjudice et comment on peut le réparer. Étant précisé d'ailleurs que ce n'est pas le travail de l'avocat de la partie civile de démontrer la culpabilité du prévenu, ça c'est le travail du ministère public, mais lorsque l'avocat porte la parole pour la partie civile, l'avocat va forcément quand même mettre un point là-dessus pour dire en fait que le préjudice, la réparation qu'on demande, je ne sais pas moi, vous demandez peut-être 15 000 € de réparation d'un préjudice moral, il faut pouvoir en justifier. Donc elle se justifie par rapport à ci, par rapport à ci, par rapport à ça. Ok? Donc ça c'était du coup le premier grand point sur le rôle de l'avocat avant l'audience. Maintenant, le rôle de l'avocat à l'audience. Je fais juste un petit laïus du coup par rapport à ce grand 2-là parce que ça va dépendre selon qu'on est dans une procédure de comparution immédiate qui est une audience correctionnelle mais qui est une audience correctionnelle un petit peu d'urgence. Donc soit on est dans une CI, soit on est dans une procédure correctionnelle classique. Et le fonctionnement, même si la structure de la plaidoirie pour moi est la même, on va dire que les enjeux ne sont pas les mêmes parce que très souvent la comparution immédiate c'est une procédure, comme je disais, d'urgence, mais très souvent, lorsque vous passez en comparution immédiate, donc vous avez quand même déjà un pied en détention. Donc, c'est quand même les infractions qui restent délictuelles, mais on a quand même une certaine gravité et surtout, on a des éléments de flagrance. Soit on a des éléments de flagrance, soit on a des éléments de gravité, de par la nature de l'infraction ou de par le profil du prévenu qui est peut-être multirécidiviste. Donc, comparution immédiate, on a déjà un pied en détention, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Lorsque vous passez pour la première fois en comparution immédiate, le tribunal a l'obligation de vous demander si vous souhaitez être jugé immédiatement ou alors si vous souhaitez un délai pour préparer votre défense. La plupart du temps,
sauf circonstances exceptionnelles, moi je préfère souvent faire retenir le dossier, mais si le client demande que le dossier soit renvoyé, c'est un, comment dirais-je, c'est de droit pour lui. Ça veut dire que c'est une demande qui est de droit, ça veut dire que le tribunal ne peut pas s'y opposer. Le tribunal va forcément renvoyer ce dossier. Par contre, le tribunal doit se prononcer sur ce qu'on appelle les mesures de sûreté. Ça veut dire que si par exemple aujourd'hui vous devez être jugé, vous sollicitez un délai pour préparer votre défense, votre dossier est renvoyé, je ne sais pas moi, dans 4 semaines, dans 4-6 semaines, le tribunal doit se demander qu'est-ce que la justice fait de vous entre aujourd'hui et jour plus 30. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de vous en fait pendant ces 30 jours-là? Donc en fonction de votre profil, en fonction des garanties de représentation que vous avez, soit vous êtes laissé libre jusqu'à la prochaine audience, c'est rare, surtout dans le cadre d'une CI, mais ça peut arriver, soit vous êtes placé sous contrôle judiciaire, soit vous êtes placé en détention provisoire. Donc lorsqu'on a en fait des profils qui sont, comme je dis, des profils qui ont déjà plusieurs mentions au casier, ainsi de suite, moi je préfère souvent que le dossier soit retenu immédiatement et on voit en fait le type de peine qu'on peut avoir et que ce soit réglé immédiatement. Donc si la personne souhaite le renvoi, le dossier est renvoyé. Si la personne accepte d'être jugée immédiatement, là on passe en fait au cas d'une correctionnelle classique comme je vais vous le décrire là. Étant précisé que dans cette partie-là, la partie civile, on va dire, n'a pas son mot à dire puisque ce n'est pas elle qui est jugée. C'est bien le prévenu qui est jugé, donc c'est lui qui décide, entre guillemets, de faire cette demande-là, mais la partie civile pourra faire cette demande par la suite lorsque le dossier sera retenu. Maintenant, on est dans l'hypothèse où le dossier est retenu et dans l'hypothèse d'une audience correctionnelle classique. Le président, le président en fait le rappel des faits. Vous pouvez être jugé en juge unique, mais ça sont certaines correctionnelles classiques en fonction de la peine encourue. Et la plupart du temps, ça va être en collégial, ça veut dire qu'il y a 3 magistrats, un président et des assesseurs, 2 assesseurs. Donc, le président, en fait, va faire, en fait, le point sur le dossier, ce qu'on appelle l'instruction. Donc, expliquant, en fait, tout ce qui s'est passé, tous les tralala. Ensuite, le président va vous poser des questions, à vous prévenir. Vous avez naturellement le droit de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations. Ce sont vos droits. Donc, on vous interroge en fait par rapport aux faits qui vous sont reprochés, vous expliquez en fait par rapport à ce qu'il y a dans le dossier. Après, le tribunal fait le tour en fait, donc avocat de la partie civile, procureur de la République, moi très souvent avocat de la défense, pour savoir en fait est-ce qu'il y a des questions, des éléments à préciser. Par la suite, en fait, on passe à la personnalité. Donc, c'est là qu'on prend une enquête de personnalité pour voir votre parcours de vie. C'est là qu'on prend votre casier judiciaire pour voir si vous êtes primo-délinquant ou pas. C'est là qu'on voit aussi votre situation actuelle. Est-ce que vous avez un logement ou pas? Est-ce que vous travaillez ou pas? Est-ce que vous avez peut-être une vie de famille ou pas? Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle en gros les garanties de représentation. Donc, le tribunal fait le point dessus et pareil, on refait un tour de table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire préciser quelque chose? Et une fois qu'on a fait le point là-dessus, on donne la parole à l'avocat de la partie civile. Si je suis avocat de la partie civile, mon travail est un petit peu particulier dans ce cas. Je perds de la luminosité. C'est pas grave, je suis bientôt à la fin. Le travail de l'avocat de la partie civile, ce n'est pas la position que je préfère parce que je trouve qu'intellectuellement, c'est une position qui est moins challengeante, mais en tout cas, c'est un travail qui doit être fait et qui est important. Donc, l'avocat de la partie civile porte les demandes de la partie civile et comme je dis, par définition, on n'a pas à démontrer la culpabilité parce que c'est le travail du ministère public. Maintenant, matériellement, parfois, on est quand même amené à le faire parce que ça va permettre de justifier les demandes en fait qui sont faites derrière. L'avocat fait ses observations sur la base de ce qui a été préparé avec la victime. Parfois, et en fonction du type de préjudice subi, on peut avoir une demande de renvoi sur intérêt civil. Ça veut dire en fait demander que la constitution de partie civile soit actée, mais que le préjudice soit chiffré plus tard. Peut-être le temps de voir des médecins, le temps de voir un expert, le temps d'organiser les choses parce que parfois en comparution immédiate, ça va très vite. Mais ça, ce sont des renvois qui ne sont pas refusés souvent et
c'est accordé. Parfois, on peut demander une provision à valoir sur les sommes. Ça, c'est par exemple dans les cas, je sais pas moi, peut-être de violence conjugale ou violence tout court d'ailleurs. La victime a peut-être été frappée, la victime est abîmée, il faut qu'elle revoie des experts, qu'elle passe des radios, des ci, des ça. Donc, le préjudice ne peut pas être chiffré en l'état. Donc, on demande un renvoi sur intérêt civil sur plusieurs mois. Le temps que ça, c'est vraiment une autre machine encore qui doit s'engager. Donc, ça sont les observations. Après, l'avocat en partie civile ne peut pas dire, par exemple, ah, je veux qu'il soit condamné à 5 mois, à 10 mois d'emprisonnement, et ainsi de suite. Ce n'est pas son travail. Donc, à part la réparation de son préjudice, l'avocat de la partie civile peut demander tout ce qui est peut-être interdiction de contact ou interdiction de paraître. Donc, je suis par exemple une femme, j'ai été victime de violence de la part de mon conjoint. Je peux solliciter en fait qu'il ne rentre plus en contact avec moi pendant une durée de temps. Donc voilà, et je me limite à ça. Ensuite, le procureur de la République fait ce qu'on appelle ses réquisitions, donc ses demandes au nom des intérêts de la société. Et après, on donne la parole à l'avocat de la défense, ce que je fais du coup à 90%, 95% lorsque je suis en audience correctionnelle. Donc, en tant qu'avocat de la partie, en tant qu'avocat du prévenu, je travaille de manière stratégique en fait. Je ne vais pas plaider sur tout parce que mon intérêt n'est pas de plaider sur tout. Lorsque moi je prépare mon dossier, je mets le focus sur ce qui est le plus important pour mon client. Exemple, euh, si j'ai un client qui a déjà un casier long comme le bras pour des faits identiques, mais qui a dehors quelques petites garanties, c'est-à-dire il a un emploi, il a un domicile, mon objectif absolu, c'est de lui éviter la détention. Quand je dis lui éviter de manière précise le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est le document qui fait en sorte qu'on l'amène, en fait, qu'on fasse la mise à l'écrou, qu'on le mette en prison. Donc, ça veut dire que le procureur de la République peut faire des réquisitions de placement en détention, donc peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt. En soi, le quantum, je m'en fous un peu à ce stade-là, puisque moi, ma priorité, c'est que le client puisse être à l'extérieur, même avec un aménagement de peine, ainsi de suite. Je vous ferai une vidéo dédiée à tous les aménagements de peine. Je crois que j'en ai déjà fait une d'ailleurs. Oui, j'avais parlé d'une actualité, une vidéo Tchétchène Club en parlant des aménagements. C'était l'affaire de Vivoun. C'est une vidéo Tchétchène Club, donc ça, je l'avais déjà fait. Donc, comme je dis, j'apprécie en fait en fonction de l'enjeu. Donc, soit c'est quelqu'un pour qui il faut absolument que la personne soit à l'extérieur pour exécuter sa peine, soit c'est une personne qui mérite une peine mixte, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple lié aux problématiques d'alcool, de consommation de produits stupéfiants. C'est important que la personne puisse avoir des obligations de soins, tout simplement des obligations de soins. Donc, j'apprécie en fait, mais je structure mon propos. Selon que par exemple, je suis désolée, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de passer là, ça me perturbe. Selon que par exemple la personne reconnaît les faits ou pas, reconnaisse les faits ou pas, que la personne ait déjà un casier ou pas, c'est tout ça en fait qui va me permettre de voir en fait comment articuler mon propos. Et j'articule aussi mon propos en fonction de la personnalité de mon client. Lorsque vous avez des clients qui sont par exemple très impulsifs, qui sont très sanguins, que vous savez que vous avez du mal à les canaliser, pareil, vous faites succinct, vous agissez, on va dire, de manière stratégique parce que vous savez que le client ne va pas supporter la pression, ça va aller dans tous les sens. Donc, on s'organise comme ça en fonction de ce qu'il y a dans le dossier. Mais en tout cas, voilà, forcément, mon travail aussi, c'est de mettre en avant tout ce que le client peut avoir de bon. C'est-à-dire que si on a des faits, par exemple, qui sont liés à peut-être un client qui fait des choses, beaucoup de choses, par exemple, qui commettent beaucoup de délits lorsque il est, par exemple, sous l'empire d'un état alcoolique, on va mettre en avant peut-être ses blessures du passé et ainsi que peut-être les efforts qu'il a déjà pu mettre en place parce que l'alcoolisme reste quand même une vraie maladie même que par exemple la toxicomanie. Donc c'est intéressant de mettre en avant le fait par exemple qu'il a pu faire des cures à un moment, qu'il peut avoir un suivi, même s'il n'est pas parfait, mais un suivi qui est mis en place, ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment tout ça, mais c'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend du dossier. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ça, c'est le rôle du coup à l'audience. Ensuite, on donne la parole au client en dernier et enfin, le tribunal va délibérer et après il vient rendre la décision. Parfois, dans certains dossiers un peu compliqués, un peu lourds,
la décision est mise en délibéré, c'est-à-dire qu'elle est rendue plus tard. Mais bon, ça, on va dire, l'avocat n'a pas de rôle particulier à cette étape. Maintenant, le rôle de l'avocat après l'audience, donc c'est le grand 3. Oui, je ne sais toujours pas. C'est le grand 3, ce sera très succinct. Ce sera très succinct parce que en fonction, lorsque l'audience se termine, donc une décision est rendue, dans la majorité des cas, une fois en fait que la décision est rendue, après, l'avocat continue à intervenir uniquement s'il y a une suite. Donc, dans quel cas est-ce qu'il y a une suite? Par exemple, si le client a besoin de moi pour, par exemple, tout ce qui est aménagement. Donc, je prends un exemple, le client a une peine ferme, mais qui n'a pas été aménagée ab initio, donc à l'audience, il va être convoqué devant le juge d'application des peines. Par la suite, il peut y aller seul, mais il peut aussi faire le choix d'être assisté d'un avocat. Donc, je peux intervenir à ce moment-là à la demande du client. Si je suis avocat d'une partie civile et que peut-être on a obtenu en termes de condamnation, je ne sais pas moi, la somme de 15 000 €, je me rapproche du confrère de la personne qui a été condamnée pour voir comment on peut récupérer les sommes. À défaut, s'il doit y avoir des procédures de recouvrement, mon client va me mandater pour cela. Dernière chose, s'il y a des renvois sur intérêt civil, le travail des avocats se poursuit en fait, que ce soit du côté partie civile ou du côté prévenu, tout simplement en fait, parce qu'il faut que la partie civile puisse chiffrer son préjudice. Donc, comme je vous ai indiqué, sur la base de conclusions, mais qui se base peut-être sur des radios, sur des arrêts maladie, ainsi de suite, sur tous les éléments en fait qui vont être établis par les professionnels par la suite pour fixer en fait l'état de la victime et permettre qu'on puisse chiffrer son préjudice. Et une fois que l'avocat de la partie civile a chiffré le préjudice, l'avocat de la défense fait des observations écrites dans ce sens-là, forcément pour essayer de limiter la casse, mais parfois sur certaines choses, c'est tellement carré qu'on n'a rien à redire et là, il n'y a plus rien à faire si vous voulez. Donc, ça, c'est du coup le rôle qu'on joue. Après l'audience, comme vous voyez, c'est assez succinct. C'est assez succinct, c'est assez réduit. Donc, voilà. Naturellement, pour terminer là-dessus, dès lors que vous avez maille à partir avec la justice, surtout en matière pénale, je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat. Il faut que vous le fassiez parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, vous voyez là, j'ai essayé de faire vraiment très condensé, mais il y a beaucoup de choses que vous ne verrez pas forcément et c'est normal, c'est tout un métier que vous ne verrez pas forcément et c'est pour ça que votre avocat est là, pour pouvoir en fait vous apporter le regard, son œil d'expert sur ce que vous n'aurez pas vu, savoir en fait sur quoi mettre l'accent et la plupart du temps l'avocat connaît en fait comment fonctionnent les magistrats, quels sont les documents à mettre en avant, quels sont les arguments à mettre en avant, c'est pour ça qu'il faut aller avec l'avocat. L'avocat saura vous orienter sur ce que vous devez dire ou sur ce que vous ne devez surtout pas dire en fonction des caractères, surtout les caractères très impulsifs là qui vont vous foutre le dossier en l'air en un instant. Voilà, c'est pour ça en fait qu'un avocat est indispensable. Donc oui, il y a un coût. En tout cas, moi je ne fais pas partie de ceux qui bradent leur travail, donc il y a un coût, mais c'est le coût de la liberté, c'est le coût du travail bien fait parce que faut pas oublier que lorsque vous vous retrouvez avec une condamnation, elle apparaît sur votre casier judiciaire. Il y a des métiers pour lesquels vous ne pouvez pas, il y a des métiers dans lesquels vous ne pouvez pas en fait postuler dès lors que vous avez une mention sur votre casier. Donc c'est quelque chose de très important et il faut pouvoir en tenir compte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui est un peu plus pratique, mais qui a le mérite d'exister. Je vous lis dans les commentaires. Désolée, hein, la lumière s'est barrée parce que tout à l'heure, j'étais plutôt comme ça. J'avais un peu plus de lumière, mais là, le soleil s'en va, c'est pas grave. Donc, je disais que j'espère que ça vous aura plu. Je vous lis dans les commentaires, dans le respect, si vous avez des questions, des observations. Je vous mets là les vignettes des 2 derniers épisodes. Ah, comme ça, on est mieux. Je vous mets là les vignettes des 2 derniers épisodes. Donc,
Non, il n'y a plus de lumière. Ils veulent plus, c'est la fin de la vidéo. Donc, la vidéo de mercredi dernier, le Chichen Club que j'ai fait sur mon beau pays, le Cameroun, ça va pas mieux, hein, mais bon, sur le Cameroun, et la vidéo de samedi dernier qui était une vidéo Club à vos côtés aussi. Je crois que j'avais parlé du divorce, voilà. Je vais faire une autre vidéo Club à vos côtés. Je trouve ça intéressant, peut-être parler des procédures criminelles. Je vais voir. Donc, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, surtout de votre santé mentale, et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.